Ne pas accepter de cadeaux étranges. Ce que je vais vous raconter s'est passé entre novembre 2003 et février 2004 dans une ville de la province de Sainte-Marie, dont je préfère ne pas mentionner le nom car des personnes qui connaissaient mon frère y vivent toujours et je ne veux pas que quiconque frappe à leur porte pour poser des questions à ce sujet. Je changerai quelques détails mineurs pour la même raison, mais l'essentiel de cette histoire est exactement tel que je m'en souviens et croyez-moi, je m'en souviens avec une clarté que je ne souhaiterais à personne. Je m'appelle Marthe. En 2003, j'avais 23 ans et mon frère Alexandre en avait 19. Nos parents étaient morts dans un accident de voiture 2 ans plus tôt sur la D34 et depuis, nous vivions seuls dans la maison familiale. Un bâtiment en pierre de la fin du 19e siècle avec une cour arrière que personne n'utilisait plus et un grenier où nous ne montions que pour ranger nos affaires. Alexandre étudiait sa première année d'ingénierie à Valence, mais il rentrait presque tous les week-ends car, disait-il, il ne supportait pas le dortoir et je lui manquais. Je travaillais à la pharmacie du village, la seule dans un rayon de 15 km, et entre ça et la gestion de la maison, mes journées passaient sans que je ne pense trop à quoi que ce soit. Le village compte, ou comptait à cette époque, un peu plus de 400 habitants. En hiver, ce chiffre tombait à environ 200, car beaucoup partaient passer le froid avec leurs enfants et petits-enfants à Sainte-Marie ou Madrid. Les rues étaient vides après 19 heures, et le seul bruit après 7 heures était le vent qui fouettait les avant-toits. Et parfois les chiens des champs voisins aboyaient sans raison particulière. Tout a commencé un samedi de fin novembre. Alexandre était descendu du bus sur la place comme d'habitude, portant son sac de sport plein de vêtements sales à laver, et il souriait d'une manière étrange, comme quelqu'un qui gardait un secret qu'il trouvait amusant. Quand il est entré dans la maison, il a laissé le sac sur le sol du couloir et a sorti, enveloppé dans du papier journal, un objet que je n'ai pas pu identifier au début. C'était une figurine en bois d'environ 25 cm de haut, sculptée avec un détail qui, même à l'époque, semblait excessif pour un simple souvenir. Elle représentait un homme encapuchonné, les mains jointes devant la poitrine et le visage légèrement tourné vers le bas, de sorte que son visage était caché sous la capuche, à l'exception de son menton, et une bouche fermée avec à peine des lèvres. Sculptée avec une précision qui la faisait paraître presque réelle. Un homme à la gare routière de Valence me l'a donné, me dit-il, toujours souriant. Il était assis sur un banc avec une de ses couvertures à carreaux drapées sur ses jambes et quand je suis passé, il m'a appelé. Au début, j'ai cru qu'il allait me demander de l'argent, mais tout ce qu'il voulait, c'était me donner ça. Il a dit qu'il les avait sculptés toute sa vie et qu'il n'avait plus de famille à qui les donner et que j'avais l'air d'une bonne personne. Je me souviens avoir ressenti un pincement de malaise à ce moment-là, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer alors et que maintenant, avec le recul des années, j'identifie comme le premier avertissement que j'ai ignoré. Je lui ai dit ce que n'importe quelle sœur aînée dirait à son petit frère, qu'on ne peut pas accepter de cadeaux d'étrangers, que qui sait quel genre de personne était cet homme, qu'il y a des gens très étranges en ville. Alexandre s'est moqué de moi. Il m'a dit que ça ressemblait à notre mère et il a emporté la figurine au grenier sans plus de cérémonie, entre 2 boîtes de livres scolaires que nous n'avions jamais jetés. Pendant les 2 semaines suivantes, rien ne s'est passé que je puisse relier à la figurine, ou du moins rien que je puisse relier à l'époque. Mais avec le recul, il y a des détails qui s'assemblent d'une manière que je trouve très difficile à accepter comme une coïncidence. La première nuit où Alexandre a dormi à la maison après avoir apporté la sculpture, j'ai été réveillé à 4 heures du matin par un bruit à l'étage. Pas un grand bruit sourd, mais plutôt le raclement de quelque chose de lourd traînant sur du bois. J'ai pensé que c'était Alexandre qui s'était levé pour boire de l'eau ou aller aux toilettes et je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Le lendemain matin, je lui ai demandé s'il était monté au grenier pendant la nuit et il m'a regardé étrangement. Il a dit non, qu'il avait dormi profondément, ce qui était inhabituel pour lui, car il avait toujours eu le sommeil léger depuis qu'il était enfant. La 2e semaine de décembre, un jeudi, Madame Colette,
notre voisine de toujours, une femme de presque 80 ans qui vivait seule depuis qu'elle était veuve, est venue à la pharmacie pour ses médicaments habituels pour son attention. Pendant que je préparais la commande, elle m'a mentionné presque en passant que la nuit précédente, elle avait vu une lumière dans le grenier de notre maison, une lumière faible comme une bougie qui se déplaçait d'un côté à l'autre de la petite fenêtre qui donne sur la rue arrière. Je lui ai dit qu'elle devait se tromper, que nous ne montions presque jamais au grenier et que bien sûr, nous n'avions pas allumé de bougie. Elle a insisté, avec cette certitude que les personnes âgées ont lorsqu'elles sont convaincues de ce qu'elles ont vu. Et elle a ajouté quelque chose à quoi je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à l'époque, mais que je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler plus tard. Que la lumière s'était arrêtée un instant juste devant la vitre, comme si quelque chose regardait dehors. Cette même nuit, je suis monté au grenier, plus par curiosité et pour me rassurer que par réelle inquiétude. Je n'ai rien trouvé d'anormal, sauf que la figurine en bois qu'Alexandre avait laissée appuyée contre une boîte face au mur était maintenant tournée vers la porte comme si quelqu'un l'avait retournée. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'ai pensé que peut-être Alexandre était monté chercher quelque chose et l'avait déplacé sans s'en rendre compte, bien que lorsque je lui ai demandé, il l'ait nié avec une certaine irritation, comme si cela le dérangeait que je doute de lui. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à mal tourner d'une manière difficile à décrire sans paraître exagérée, mais je vais essayer d'être aussi précise que possible. Alexandre a commencé à mal dormir. Pas de manière dramatique au début, juste des cernes sous les yeux, un peu de mauvaise humeur, des plaintes de cauchemars dont il ne se souvenait pas en détail, sauf que dans tous, une silhouette apparaissait debout au fond de la pièce, fixant sans bouger. Il a également commencé à descendre moins souvent le week-end, avec des excuses concernant son travail universitaire. Bien que lorsque nous parlions au téléphone, sa voix semblait fatiguée, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des jours, et parfois il s'arrêtait de parler au milieu d'une phrase, comme si quelque chose l'avait distrait à l'autre bout du fil. Le 19 décembre, un vendredi, Alexandre est rentré à la maison plus tôt que prévu, sans prévenir. Il est arrivé après 22 heures, trempé parce qu'il avait plu tout le long du trajet et que le bus l'avait déposé à l'extérieur. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, il était pâle, son regard était fuyant, et il m'a serré dans ses bras avec une force qui n'était pas la sienne, comme un petit enfant cherchant protection. Il lui a fallu des heures pour me raconter ce qui s'était passé, et quand il l'a fait, c'était à l'aube, tous les deux assis dans la cuisine avec le poêle allumé parce qu'aucun d'eux ne voulait monter dans sa chambre. Il m'a dit que depuis une semaine, il voyait, du coin de l'œil, dans le reflet des fenêtres de l'appartement du dortoir, une silhouette encapuchonnée debout derrière lui qui disparaissait dès qu'il se retournait. Au début, il a cru que c'était son imagination, la fatigue, trop d'études. Mais la nuit précédente, comme il me l'a raconté d'une voix complètement brisée, il s'était réveillé à 3 heures du matin parce qu'il sentait un poids sur sa poitrine, comme si quelqu'un s'était assis sur lui. Et quand il a ouvert les yeux, il avait vu, debout à côté de son lit, une silhouette encapuchonnée exactement comme la sculpture en bois, seulement grandeur nature, avec ses mains jointes devant la poitrine et sa tête inclinée vers lui. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas bouger, que tout son corps s'était paralysé et que la silhouette était restée là sans bouger pendant ce qui lui avait semblé plusieurs minutes jusqu'à ce qu'elle se dissolve ou disparaisse finalement. Il ne pouvait pas vraiment l'expliquer, comme si l'air avait englouti sa silhouette. Je veux être honnête. À ce moment-là, bien que l'histoire de mon frère m'ait profondément effrayé, j'ai surtout pensé à sa santé mentale. Nous avions récemment perdu nos parents. Il était seul dans une nouvelle ville avec la pression de ses études et il semblait raisonnable de penser à la paralysie du sommeil, au stress, à quelque chose qui pourrait être expliqué d'un point de vue psychologique. J'ai suggéré que nous allions ensemble chez le médecin généraliste dès qu'il ouvrirait le lundi et il a accepté, bien qu'à une condition qui me semblait absurde à l'époque et que je comprends parfaitement maintenant. Il voulait que nous sortions la figurine en bois de la maison cette même nuit.
Avant l'aube, nous sommes montés au grenier ensemble, nos deux mains tremblantes, et avons trouvé la figurine exactement là où nous l'avions laissée, appuyée contre la même boîte. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose que nous avons tous les deux remarqué en même temps sans avoir besoin de le dire à voix haute. La bouche, qui, dans la sculpture originale, était à peine une ligne droite fermée, semblait maintenant légèrement entr'ouverte, comme si le bois avait été un peu plus sculpté ou comme si quelque chose sous la surface avait poussé de l'intérieur. Aucun d'eux nous ne voulait la toucher directement avec ses mains. Alexandre l'a enveloppée dans un vieux chiffon et l'a mise dans un sac poubelle. Et cette même nuit, vers 5 heures du matin, nous avons marché jusqu'à la décharge municipale à la périphérie de la ville et l'avons jetée parmi les poubelles. Pendant quelques jours, nous avons pensé que cela avait suffi. Alexandre a mieux dormi, ou du moins c'est ce qu'il m'a dit. Et je voulais le croire parce que j'avais besoin de croire que le problème, quel qu'il soit, avait pris fin en se débarrassant de l'objet. Le 23 décembre, 2 jours avant Noshuna, Madame Colette est revenue à la pharmacie, cette fois avec un geste que je ne lui avais jamais vu faire auparavant, quelque part entre l'inquiétude et l'évasion. Elle m'a demandé d'une manière quelque peu circonspecte si nous avions jeté quelque chose d'étrange à la décharge, car son petit-fils, qui travaillait saisonnièrement pendant ses vacances universitaires, lui avait dit qu'un vieil homme, avec une couverture à carreaux sur les épaules, avait passé 2 jours à errer parmi les bennes malgré le froid, cherchant quelque chose dans les ordures avec une patience que les travailleurs avaient trouvée troublante. Le petit-fils lui avait demandé ce qu'il cherchait et l'homme, sans presque lever les yeux, avait répondu qu'il cherchait ce qui lui appartenait et qu'il ne partirait pas avant de l'avoir trouvé. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Je n'ai rien dit à Alexandre cet après-midi-là pour ne pas l'effrayer plus qu'il ne l'était déjà, mais j'ai décidé d'aller à la décharge le lendemain avec l'excuse de vérifier certaines procédures de recyclage qui n'existaient pas vraiment. Je n'ai trouvé aucun homme avec une couverture à carreaux ni aucun signe du sac poubelle où nous avions mis la figurine. Le gérant de la décharge, un homme d'âge moyen que je connaissais depuis toujours, m'a dit qu'il y avait effectivement eu un type étrange qui traînait ces jours-là, mais qu'il ne l'avait pas vu depuis le matin précédent. Nous avons passé le réveillon de Noël cette année-là comme d'habitude, juste nous deux, avec le dîner que j'avais préparé et le sentiment tacite que nous attendions quelque chose. Alexandre avait semblé plus calme ces jours-là, presque joyeux, et j'ai essayé de me convaincre que le pire était passé. À 00h30 du matin, alors que nous nous dirigions déjà vers nos lits, Alexandre est monté à l'étage avant moi. Je l'ai entendu entrer dans sa chambre et quelques secondes plus tard, je l'ai entendu crier mon nom d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la sienne, aiguë, brisée, comme celle d'un enfant beaucoup plus jeune que lui. J'ai couru dans les escaliers et l'ai trouvé debout au milieu de sa chambre, pointant du doigt le lit, sa main tremblant sur la couette. Au même endroit où il aurait posé sa tête pour dormir, se trouvait la figurine en bois, la même que nous avions jetée 3 jours auparavant, sa bouche maintenant clairement ouverte, révélant quelque chose de sculpté à l'intérieur que je ne peux pas décrire précisément. Parce qu'à ce moment-là, aucun de nous n'a osé regarder de près, quelque chose de sombre, comme si le bois à l'intérieur avait été noirci par le feu ou quelque chose de pire. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi, nous avons descendu la figurine à la cuisine, l'avons de nouveau enveloppée et cette fois, nous avons décidé de ne pas simplement la jeter, mais de la brûler dans le jardin, dans un vieux baril que nous utilisions parfois pour brûler des feuilles mortes. Vous souvenez-vous de l'odeur ? Ce n'était pas l'odeur normale du bois qui brûle, mais quelque chose de plus dense, presque doux, qui nous est resté dans la gorge pendant des heures. La sculpture a brûlé avec une étrange lenteur, comme si elle résistait. Et quand finalement il ne resta que des cendres, nous les avons ramassées et enterrées près du mur du corral, sans nous dire grand-chose, nous regardant simplement de temps en temps, comme pour chercher la confirmation que l'autre avait aussi vu la même chose. En janvier, les choses semblaient se calmer à nouveau. Alexandre est retourné à Valence après les vacances et pendant près de 3 semaines,
Nous avons parlé au téléphone normalement, plaisantant même parfois sur la question de l'étrange poupée, comme nous avions commencé à l'appeler pour dédramatiser. Je voulais croire que nous avions surmonté quelque chose de temporaire, une mauvaise passe, peut-être exacerbée par le stress et le chagrin qu'aucun de nous n'avait pleinement résolu après la mort de nos parents. Le 18 février 2004, j'ai reçu un appel de la résidence universitaire à 9 h du matin. La responsable du centre, d'une voix qui se voulait professionnelle mais qui trahissait son angoisse, m'a dit qu'Alexandre n'était pas descendu pour le petit déjeuner, qu'il n'avait pas non plus répondu au coup frappé à la porte de sa chambre, et que, lorsqu'ils étaient entrés avec le passe-partout, il l'avait trouvé inconscient sur le sol, à côté du lit, avec des signes de ce qu'il pensait au début être une crise d'épilepsie. J'ai pris le premier bus pour Valence. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Alexandre avait déjà repris connaissance, mais il était désorienté. Il parlait avec difficulté et les médecins ne pouvaient pas trouver de cause claire à ce qui lui était arrivé. Il n'avait aucun antécédent d'épilepsie. Les premiers tests neurologiques n'ont rien montré de concluant. Et pourtant, lorsque mon frère a finalement pu parler clairement 2 jours plus tard, il m'a dit d'une voix très basse, presque embarrassée, que la nuit précédant son malaise, il s'était réveillé parce qu'il sentait que quelqu'un lui tenait les poignets contre le matelas et que, lorsqu'il avait ouvert les yeux, il avait vu la même silhouette encapuchonnée penchée sur lui, maintenant la bouche grande ouverte, et que de cette obscurité intérieure quelque chose avait émergé. Il ne pouvait pas me dire si c'était un son, une odeur ou une sensation qui lui avait fait perdre connaissance. Les médecins, bien sûr, n'ont pu trouver aucune explication médicale satisfaisante au-delà de parler de stress sévère et d'une possible origine psychogène des symptômes. Il m'était difficile de ne pas leur crier qu'ils avaient tort, mais que pouvais-je leur dire ? Une poupée en bois que m'avait donnée un inconnu à une gare routière hantait mon frère même après avoir été brûlé et enterré. Alexandre a abandonné l'université cette même année universitaire. Il est revenu vivre avec moi et pendant des mois, nous avons dormi la lumière allumée, chacun de nous se relayant dans la chambre de l'autre, comme 2 enfants effrayés qui ne font plus confiance à l'obscurité de leur propre maison. Petit à petit, avec beaucoup de patience, de thérapie et de temps, les choses se sont améliorées. Nous n'avons plus jamais revu la figurine, ni ressenti de présence, ni entendu de bruits étranges dans le grenier. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, Alexandre vit à Sarreguemines. Il est marié, a un jeune fils, et nous avons rarement parlé de cet hiver-là, comme si nous étions tous deux arrivés à la conclusion, sans avoir besoin de nous mettre d'accord, qu'il valait mieux ne pas remuer ça. Mais il y a quelque chose que je ne lui ai jamais dit, ni à personne d'autre jusqu'à présent, et c'est la raison pour laquelle j'ai finalement décidé d'écrire tout cela. Quelques mois après le rétablissement d'Alexandre, à l'été 2004, j'ai dû faire des démarches au registre civil de la capitale de Sainte-Marie concernant une question liée à l'héritage de nos parents. Pendant que j'attendais mon tour, feuilletant distraitement un journal local que quelqu'un avait laissé dans la salle d'attente, j'ai vu une photographie dans la section des nouvelles qui m'a glacé le sang. C'était une photographie d'un homme âgé dont je ne reconnaissais pas les traits avec certitude car l'image était de mauvaise qualité, mais il portait une couverture à carreaux autour des épaules identique à celle qu'Alexandre m'avait décrite et que Madame Colette avait mentionnée dans son histoire sur la décharge. L'article de presse, très bref, de 2 paragraphes, parlait d'un sans-abri non identifié qui était apparu par intermittence dans différentes villes de la province pendant plusieurs années et qui avait été retrouvé mort dans un endroit près du fleuve Douro au début de ce même printemps. À une date qui, quand j'ai fait le calcul, coïncidait presque exactement avec les jours où nous avions brûlé la figurine dans le corral. L'article ne donnait pas plus de détails ni la cause du décès, ni une heure de décès estimée. Seulement une mention passagère selon laquelle les habitants de la région évitaient cette partie de la rivière depuis un certain temps car, selon eux, la nuit, ils pouvaient entendre des coups de marteau et quelque chose comme de la sculpture sur bois provenant d'un endroit où il n'y avait pas de maison. Je n'ai plus rien entendu à propos de cet homme,
et je n'ai pas non plus trouvé le courage d'enquêter davantage sur qui il était ou d'où il venait. J'ai gardé cette coupure de presse pendant des années jusqu'à ce que je décide de la brûler aussi. Bien qu'à ce moment-là, je savais déjà avec la froide certitude de quelqu'un qui a appris une leçon de la pire des manières, que brûler les choses n'est pas toujours suffisant pour les faire cesser d'exister. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, même si cela ressemble à un avertissement tiré d'un conte pour enfants, c'est ceci: n'acceptez pas de cadeaux d'étrangers. Peu importe à quel point l'objet peut sembler inoffensif, ou à quel point la personne qui l'offre peut sembler gentille, ou à quel point vous pouvez être gêné de dire non. Il y a des choses qui passent d'une main à l'autre sans qu'aucune des parties ne comprenne pleinement ce qui se passe. Et au moment où quelqu'un réalise ce qu'il a accepté, il est trop tard pour le rendre. Alexandre, pour autant que je sache, n'a plus jamais revu cette figurine. Mais il y a 2 ans, lors d'un dîner de famille chez lui à Sarreguemines, son fils, qui avait 4 ans à l'époque, s'est levé de table au milieu du repas et a fixé le couloir qui mène aux chambres, dans un silence qui a duré plus longtemps que la normale pour un enfant si jeune. Quand sa mère lui a demandé ce qu'il regardait, le garçon a répondu, avec cette terrible facilité que seuls les petits-enfants ont quand ils disent quelque chose qui glace le sang des adultes, qu'il y avait un homme avec une capuche qui attendait la nuit. Personne d'autre à table n'a rien vu. Alexandre est devenu pâle et n'a pas dit un seul mot pendant le reste du dîner. Je n'ai rien dit non plus, mais cette nuit-là, de retour chez moi, je n'ai pas pu dormir et depuis 2 ans, je n'ai jamais accepté, en aucune circonstance, absolument rien des mains d'un étranger. Continuons. Ce que je vais vous raconter s'est passé dans la ville de La Rochelle, dans la région du Biobio, entre mars et juin 2019. J'ai changé quelques noms par respect pour la famille impliquée, mais tout le reste, les dates, le lieu, les événements. Cela s'est passé exactement comme je le raconte. Je le sais parce que j'ai connu les personnes impliquées de près et parce qu'une partie de cela n'a toujours pas d'explication qui me permette de dormir sereinement. Le protagoniste de cette histoire s'appelait Christophe Dubois. Il avait 23 ans. Il travaillait comme magasinier dans un magasin de pièces automobiles du centre-ville de La Rochelle et vivait avec sa mère, Sophie, dans une maison de plain-pied sur la rue Colo-Colo, à quelques pâtés de maison de la place d'Armes. C'était un jeune homme ordinaire. Il aimait le football, boire des bières le vendredi avec ses amis du quartier, et il collectionnait sans grande prétention de vieilles pièces et billets qu'il achetait sur les marchés aux puces et sur des pages internet. Ce détail, les pièces, allait être important. Tout a commencé un samedi de mars au marché aux puces qui s'installait le week-end près de la voie ferrée. Christian marchait parmi les étals, cherchant, comme toujours, quelque chose à ajouter à sa collection, quand il est tombé sur un étal qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas l'un des vendeurs habituels. C'était un homme âgé, il estimait, environ 70 ans, vêtu d'un manteau marron usé malgré la chaleur de mars, avec de longs cheveux blancs attachés en une queue de cheval désordonnée. Sur un tapis au sol, il avait divers objets, montres de poche, couteaux aux manches en os, images religieuses jaunies et dans un coin presque caché sous un mouchoir, une petite boîte en bois sombre avec des sculptures qui ressemblaient à des symboles, pas à des lettres. Christian s'est arrêté devant la boîte et a demandé à l'homme ce que c'était. Le vieil homme l'a regardé avec des yeux clairs qui, selon ce qu'il a raconté plus tard à sa mère, semblaient venir d'un autre temps. Il n'a pas répondu tout de suite. D'abord, il lui a demandé son nom. Christian, sans se douter de rien, le lui a dit. L'homme a souri légèrement et lui a dit que la boîte n'était pas à vendre, que c'était un cadeau et qu'il la lui donnait parce qu'il avait le visage de quelqu'un qui savait ranger les choses. Raconté comme ça sonne comme un avertissement. À l'époque, Christian avait seulement pensé que c'était une drôle de bizarrerie, le genre d'anecdote que l'on raconte lors d'un barbecue. Il a accepté la boîte. Le vieil homme l'a averti, mais seulement une phrase, que Christian se rappellerait pour le reste de sa vie.
Ne l'ouvre que la nuit et ne la referme pas avant le lever du soleil. Christian Harry l'a remercié et quand il s'est retourné pour demander autre chose, ce que ça coûtait ou d'où il l'avait eu, l'étal avait déjà disparu. Ce n'était pas que l'homme s'était éloigné dans la foule. C'était simplement que dans l'espace de 3 ou 4 secondes, là où il y avait une couverture pleine d'objets, il n'y avait plus que le trottoir vide. Ce même après-midi, Christian a raconté à son ami Frédéric, qui travaillait avec lui à l'entrepôt, et ils ont tous deux ri, supposant qu'il avait été distrait, que le vieil homme s'était rapidement éclipsé entre les étals voisins. La boîte mesurait environ 20 cm de long. Elle était fermée par un mécanisme simple, un loquet métallique rouillé sans cadenas. Christian l'a laissée sur sa table de chevet cette nuit-là sans l'ouvrir et a oublié l'avertissement du vieil homme presque immédiatement. Il l'a ouverte, en fait, le lendemain, un dimanche, au milieu de l'après-midi, avec la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre de sa chambre. À l'intérieur, il n'y avait rien d'extraordinaire à première vue. Un mouchoir en tissu noir effiloché sur les bords enveloppait ce qui semblait être une vieille pièce épaisse, faite d'un métal sombre qui n'était ni du cuivre ni de l'argent, avec une gravure au centre que Christian ne pouvait pas identifier. Ce n'était ni une croix, ni un bouclier, ni aucune figure reconnaissable. Cela ressemblait plus à un œil, bien que déformé, comme si quelqu'un avait dessiné un œil sans jamais en avoir vu un vrai. Christian, excité, en a pris des photos avec son téléphone portable pour les montrer à d'autres collectionneurs dans un groupe Facebook auquel il appartenait. Personne n'a pu lui dire ce que c'était. Un utilisateur a commenté en plaisantant à moitié que cela ressemblait à une pièce de péage pour l'autre monde. Christian a ri du commentaire, l'a aimé et a remis la pièce dans son mouchoir. Bien que, et il l'a raconté plus tard à sa mère, quand tout avait mal tourné, il avait laissé la boîte ouverte sur la table de chevet, il ne l'a pas fermée. Ce n'était pas parce qu'il désobéissait exprès au vieil homme, il n'avait simplement pas prêté attention à cette partie de l'avertissement. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, Sophie, la mère de Christian, s'est réveillée à cause d'un bruit qu'elle a décrit comme une chaise qu'on traîne, provenant de la chambre de son fils. Elle s'est levée, perplexe, car Christian n'avait pas l'habitude de déplacer des meubles à cette heure et surtout pas de faire du bruit. Pensant qu'elle dormait dans la chambre d'à côté, séparée seulement par une mince cloison. Elle a frappé doucement à la porte. Elle a demandé s'il allait bien. Christian lui a répondu d'une voix endormie que oui, qu'il s'était levé pour boire de l'eau et qu'il avait heurté sa chaise de bureau. Sophie est retournée se coucher et n'y a plus pensé. Le lendemain, lundi, Christian se réveilla tard et avec un mal de tête que rien ne parvenait à dissiper. Il raconta à sa mère au petit déjeuner qu'il avait fait un rêve étrange. Il avait rêvé que quelqu'un était assis sur sa chaise de bureau, le regardant dormir. Il ne pouvait pas voir son visage car la pièce était sombre, mais il sentait dans le rêve que celui qui le regardait n'était pas pressé, qu'il pouvait rester assis là toute la nuit s'il le voulait. Sophie, en riant, dit qu'il devait avoir fait un dîner trop copieux. Christian rit aussi, bien que pas entièrement convaincu, et partit travailler. Pendant cette première semaine, rien d'autre de notable ne se produisit, à l'exception d'un détail mineur que Christian mentionna en passant, presque comme une blague à son ami Frédéric. Il sentait que sa chambre était plus froide depuis un certain temps que le reste de la maison. Un froid localisé, comme s'il y avait un courant d'air dont il ne parvenait pas à déterminer la provenance. Frédéric suggéra, en riant, que peut-être il y avait quelque chose de collé à cette boîte. La deuxième semaine, les choses commencèrent vraiment à changer. Christian commença à avoir des problèmes de sommeil. Ce n'était pas son insomnie habituelle. Il se réveillait une nuit sur deux, toujours à la même heure, 3h15 du matin, avec la sensation physique non pas imaginée, juste physique que quelqu'un tenait son poignet droit. Il disait sentir des doigts longs et froids, fermement mais sans serrer autour de son poignet,
comme s'il voulait juste vérifier qu'il était toujours là. Il se réveillait soudainement, allumait la lumière. Et il n'y avait personne, mais la marque restait. Plusieurs matins de suite, Sophie remarqua en préparant le petit déjeuner que son fils avait des marques rougeâtres sur son poignet droit, comme des dépressions qui s'estompaient avant midi. Christian cessa de raconter ces choses à sa mère par gêne, mais il en parla à Frédéric et se confia également à sa cousine Valentine, qui étudiait les soins infirmiers et avec qui il était très proche. Valentine fut la première à prendre l'affaire au sérieux, non pas parce qu'elle croyait aux fantômes, mais parce qu'elle remarqua que son cousin perdait du poids, qu'il avait de profondes cernes sous les yeux, et qu'il parlait de la situation avec une peur authentique, pas comme quelqu'un qui raconte une histoire amusante. Fin mars, Christian décida, mi-plaisantant, mi-sérieux, de fermer la boîte comme le vieil homme lui avait dit de faire pour voir si cela changerait quelque chose. Il la ferma un jeudi soir, enveloppa la pièce dans le mouchoir noir, la rangea et sécurisa le loquet métallique. Cette nuit-là, il dormit, comme il le raconta à Valentine, mieux qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Il n'y eut pas de réveil à 3h15, il n'avait pas froid. Il pensa que le problème était résolu. Le lendemain, vendredi, il rentra du travail et trouva la boîte ouverte sur la table de chevet. Il était sûr, absolument sûr de l'avoir laissée fermée. Il demanda à sa mère si elle était entrée dans la chambre pour nettoyer ou quoi que ce soit. Sophie lui dit non, qu'elle n'avait même pas passé l'aspirateur cette semaine-là parce qu'elle avait eu la grippe. Christian vérifia le loquet métallique. Il était intact, non forcé, simplement déverrouillé, comme si quelqu'un l'avait ouvert avec précaution, sans se presser. Cette nuit-là, le froid revint. Quelque chose de nouveau revint aussi, une odeur. Christian la décrivit comme l'odeur de terre humide mélangée à quelque chose de métallique. Similaire, dit-il, à l'odeur de sang quand quelqu'un se coupe un doigt, mais beaucoup plus forte. Comme s'il y avait tout un seau. L'odeur apparaissait soudainement, sans avertissement, et disparaissait de la même manière, en quelques secondes. En avril, Christian ne dormait plus bien aucun jour de la semaine. Il avait commencé à apercevoir une ombre dans sa chambre se déplaçant à côté de l'armoire. Ce n'était pas une ombre sombre et vague comme celle que l'on pourrait imaginer dans la pénombre. C'était une silhouette définie. Grande, plus grande que quiconque Christian connaissait, mince d'une manière qui ne semblait pas humaine, avec des bras, quand il pouvait les voir un instant avant qu'ils ne disparaissent, trop longs pour son corps, touchant presque le sol. Il lui fallut beaucoup de temps pour se résoudre à raconter cela à sa mère, mais une nuit début avril, il n'eut pas le choix. Sophie entendit son fils crier tôt ce matin-là. Elle courut dans la chambre et le trouva assis dans son lit, trempé de sueur, pointant du doigt le coin à côté de l'armoire, incapable de parler pendant presque une minute entière. Quand il put enfin parler, il lui dit qu'il avait vu quelqu'un se tenir là, le regardant, et que lorsque l'ombre remarqua qu'il la regardait en retour, au lieu de disparaître comme les autres fois, elle avait souri. Christian insista à travers ses larmes sur un détail qui resterait gravé à jamais dans l'esprit de Sophie. Le sourire avait trop de dents et aucune d'elles ne semblait de la bonne taille. À partir de cette nuit-là, Sophie cessa d'hésiter. Elle sortit la boîte de la chambre de son fils de ses propres mains. Ce qu'elle raconterait plus tard. Cela demanda un effort physique et mental énorme, comme si l'air même l'empêchait de la toucher. Et elle la cacha dans le patio sous l'évier, enveloppée dans 2 sacs en plastique. Rien ne se passa cette nuit-là. Christian dormit pour la première fois depuis des semaines d'affilée. Sophie pensa que sortir l'objet de la chambre avait suffi. Elle se trompait. Le lendemain matin, quand Sophie alla vérifier la boîte pour s'en débarrasser définitivement, elle ne la trouva pas sous l'évier. Elle fouilla toute la cour, déplaça les objets qui y étaient rangés, vérifia si le chien du voisin avait réussi à la sortir d'une manière ou d'une autre. Rien. La boîte apparut le même après-midi sur la table de chevet de Christian,
exactement au même endroit que toujours, avec la pièce hors du mouchoir, cette fois posée sur le couvercle, comme si quelqu'un l'avait laissée là exprès, l'exhibant. C'est à ce moment-là que Valentine, la cousine infirmière, décida d'intervenir plus directement. Elle ne croyait pas aux fantômes, elle insistait là-dessus chaque fois qu'elle le racontait plus tard, mais elle croyait en son cousin, et son cousin était physiquement et mentalement malade. Elle convainquit Sophie d'emmener la boîte à une machie connue d'une collègue, une femme mapuche qui vivait à la périphérie de La Rochelle, sur la Lacrèche, célèbre parmi les gens du secteur pour aider avec des cas qui n'étaient pas médicaux. La machie, dont la famille demanda de ne pas divulguer le nom, reçut Christian, Sophie et Valentine un dimanche à la mi-avril. Elle ne voulait pas qu'ils apportent la boîte chez elle. Au lieu de cela, elle leur demanda de tout décrire avec le plus de détails possible. Le vieil homme à la foire, la disparition du stand, l'avertissement de l'ouvrir la nuit et de ne plus jamais la refermer, la pièce avec la gravure étrange, l'ombre, le sourire. Elle écouta tout en silence sans interrompre. Quand ils eurent fini, elle resta silencieuse pendant longtemps. Finalement, elle leur dit quelque chose qu'aucun des trois n'oublierait. Elle leur dit que ce que Christian avait reçu n'était pas n'importe quel objet, mais ce qu'elle appelait en mapudunguin une sorte de gage, un lien, un pacte qui est livré enveloppé sous l'apparence d'un cadeau. Elle dit que l'homme à la foire n'était pas un homme, mais quelque chose qui utilise la forme d'un homme pour accomplir cette livraison et que l'instruction de l'ouvrir la nuit et de ne jamais la refermer faisait en fait partie du piège. Quiconque la ferme prématurément, sans achever le cycle que le gage exige, donne à l'être qu'il habite une raison de réclamer ce qu'il considère comme sien. Elle demanda à Christian, très sérieusement, s'il avait fermé la boîte à un moment donné après l'avoir ouverte la première fois. Christian, tremblant, lui raconta le jeudi de mars où il l'avait fermée avec le loquet métallique et avait dormi paisiblement pour la première fois. La machie hocha la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Elle leur expliqua que ce geste, fermer la boîte avant la fin du cycle, avait été mal interprété par Christian comme un soulagement, alors qu'en réalité, c'était le point exact où l'entité avait décidé qu'il n'était plus seulement un porteur temporaire de l'objet, mais quelqu'un qu'elle pouvait commencer à réclamer. Elle dit avec une phrase que Sophie répéta maintes fois plus tard, en pleurant à quiconque voulait l'écouter, « Tu as cru que la fermer le protégeait. C'était le contraire. Tu lui as montré qu'il pouvait décider et c'est ce qui l'a vraiment réveillé. » Ce même après-midi, la machie effectua un nettoyage dans la maison familiale avec des herbes, de la fumée et des chants que Sophie ne put décrire en détail car, dit-elle, une bonne partie de cette cérémonie fut vécue comme dans un rêve, sans souvenir clair des étapes exactes. Elle avertit Christian, il s'en souvenait précisément que le nettoyage pouvait calmer la situation, mais que tant que la boîte et la pièce resteraient dans la maison, n'importe où dans la maison, le lien ne serait pas complètement rompu. Elle lui dit qu'il devait s'en débarrasser d'une manière spécifique. L'enterrer sur une terre qui n'était pas la sienne, dans un endroit éloigné de là où il vivait ou dormait, et ne jamais revenir à cet endroit pour regarder, pas même par curiosité. Pendant les 2 semaines suivant le nettoyage, la famille remarqua une réelle amélioration. Christian dormait mieux. L'ombre ne réapparut pas. Le froid dans la chambre diminua sensiblement. Ils commencèrent à penser que le pire était passé. Le problème fut que Christian, encouragé par l'amélioration et peut-être aussi poussé par une curiosité qu'il se reprocherait amèrement plus tard, ne suivit pas les instructions de la machie à la lettre. Au lieu d'enterrer la boîte loin et de ne jamais revenir, il décida de l'enterrer dans un endroit stérile à quelques pâtés de maison de sa maison, un terrain vague qu'il connaissait bien parce qu'il y avait joué au football avec ses amis de quartier quand il était enfant. Il pensa, comme il le confessa plus tard à Valentine, qu'une petite distance suffisait et qu'il voulait aussi pouvoir vérifier à un moment donné que la boîte était toujours enterrée, que personne ne l'avait trouvée. Il l'enterra un mardi début mai au crépuscule, enveloppé dans les mêmes sacs en plastique à environ 40 cm de profondeur,
près d'un lampadaire qui servait de repère pour se souvenir de l'emplacement exact. Cette même nuit, le froid revint dans sa chambre. Cette fois, ce ne fut pas graduel, ce fut immédiat, comme si quelqu'un avait soudainement ouvert une fenêtre en plein hiver. Christian, terrifié, n'osa pas se lever ni allumer la lumière. Il resta immobile sous les couvertures, écoutant. Il raconta plus tard d'une voix brisée, des pas lents qui firent le tour de son lit, un tour complet, très lentement, comme si quelque chose inspectait la pièce après une longue absence. Le lendemain matin, il se rendit sur le site d'Eriazo pour vérifier si la boîte était toujours enterrée. Il la trouva déterrée, la terre environnante ayant été déplacée de manière assez nette, presque cérémonielle, et la boîte ouverte et vide. La pièce n'était pas à l'intérieur. Il la trouva quelques heures plus tard sur sa propre table de chevet dans sa maison, comme si elle n'avait jamais quitté cet endroit. À partir de ce moment-là, selon tous les témoignages de la famille, la situation s'aggrava d'une manière qui n'était plus subtile. Christian commença à avoir des épisodes que Valentine, avec sa formation d'infirmière, décrivit avec prudence comme quelque chose qui ne correspondait à aucun tableau médical qu'elle connaissait. Il se réveillait avec des égratignures sur le dos, 3 lignes parallèles, trop nettes pour être accidentelles, dans une zone de son corps qu'il ne pouvait lui-même atteindre de ses propres mains. Il commença à parler dans son sommeil dans une langue que personne dans la famille ne reconnaissait, pas même la machie quand Sophie la lui décrivit au téléphone. Angoissé, il perdit encore du poids. Il cessa d'aller travailler, d'abord à cause d'un congé maladie, puis simplement parce qu'il ne se sentait pas capable de quitter la maison. Il y eut une nuit à la mi-mai que toute la famille se souvient comme la pire de toutes. Sophie se réveilla vers 4 heures du matin à cause d'un bruit qu'elle ne parvint pas à identifier au début. Un son grave et rythmique, comme une respiration très profonde, très lente, qui ne pouvait être humaine en raison de sa durée. Chaque inspiration, comme après, semblait durer presque une demi-minute. Le son venait de la chambre de Christian. Elle se leva, tremblante, et en s'approchant de la porte, elle remarqua que la température du couloir chutait à chaque pas qu'elle faisait, comme si elle s'approchait de la porte d'un congélateur industriel. Elle ouvrit la porte et trouva son fils debout au milieu de la pièce, le dos tourné vers elle, complètement immobile. Regardant vers le coin du placard, Sophie l'appela par son nom. Christian ne répondit pas, il ne bougea pas. Elle s'approcha de lui, le prit par l'épaule, et à ce moment-là, elle raconta cela à Valentine en larmes des mois plus tard. Incapable de le répéter sans s'effondrer, Christian tourna la tête vers elle avec une lenteur qui ne correspondait à aucun mouvement humain normal, comme si son cou tournait sur un axe autre que l'habituel, et lui sourit. C'était le même sourire qu'il avait décrit des semaines auparavant. Trop de dents de tailles inégales, certaines plus petites et d'autres démesurément longues. Serrées dans une bouche qui semblait, un instant, trop large pour son visage, Sophie hurla. Le son de son propre cri sembla briser tout ce qui maintenait son fils dans cet état. Christian cligna des yeux, porta ses mains à sa tête et tomba à genoux sur le sol, désorienté, sans aucun souvenir d'être sorti du lit ou d'avoir été debout devant l'armoire. Après cette nuit-là, la famille décida d'agir avec une urgence différente. Ils retournèrent voir Lamachi, qui cette fois se rendit lui-même au domicile familial, ce qu'il avait initialement refusé de faire. En entrant dans la chambre de Christian, selon le récit de Sophie, la femme s'arrêta sur le pas de la porte et ne voulut pas avancer de plus de 2 pas. Elle dit que ce qui se trouvait là n'était plus seulement une entité liée à un objet, mais quelque chose qui avait été obtenu grâce à des erreurs commises. La boîte fermée prématurément, l'enterrement à courte distance, le retour constant de Christian à l'endroit où il l'avait enterré, une sorte de permission croissante de se manifester avec une force accrue à l'intérieur de cette maison et surtout à l'intérieur de cette pièce. La machie fut claire et dure à propos de quelque chose que la famille ne voulait pas entendre. Elle dit que se débarrasser de l'objet ne suffisait pas.
L'entité avait déjà suffisamment éprouvé Christian pour que la simple destruction ou l'abandon de la boîte ne rompe pas le lien. Un rituel différent, plus long, devait être accompli, ce qui impliquait, entre autres, que Christian ne dormirait jamais seul pendant plusieurs nuits, qu'il ne toucherait ni ne verrait plus jamais la pièce de ses propres yeux, quelles que soient les circonstances, et qu'un membre direct de la famille accepterait, en son nom, de fermer formellement ce qu'il avait laissé ouvert sans le savoir. Ce dimanche de mars, tard dans la journée, lorsqu'elle ouvrit la boîte pour la première fois avec la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre, Sophie se proposa immédiatement. La machie la prévint très sérieusement que ce geste avait un coût, qu'il n'était pas gratuit, que quiconque le fermerait au nom d'un autre aurait, pendant une période indéfinie après le rituel, une certaine proximité avec l'entité, bien que jamais aussi intense que celle qu'il avait eue avec Christian, car le lien originel n'était pas avec elle. Sophie accepta sans hésiter. Selon Valentine, elle prononça une phrase qui résume bien ce qu'elle était prête à faire. « Je préfère porter cela moi-même plutôt que de perdre mon fils. » Le rituel fut accompli une nuit de fin, mais au domicile familial avec la pièce que la machie avait demandé d'apporter enveloppée sans que personne ne la regarde directement, placée au centre d'un cercle de sel et de cendres tracés dans la cour. Christian resta à l'intérieur de la maison, accompagné de Valentine et Frédéric, qui s'étaient portés volontaires pour être présents cette nuit-là malgré la peur évidente qu'ils ressentaient. Dehors, Sonny et Lamachi accomplirent ce que cette dernière appelait simplement la fermeture. Sophie décrivit plus tard cette expérience avec des mots hésitants, évitant de donner trop de détails, comme si trop parler pouvait rouvrir quelque chose qu'ils avaient réussi à sceller avec beaucoup d'efforts. Elle dit qu'à un moment donné pendant le rituel, elle sentit un poids énorme sur ses épaules, comme si quelqu'un s'était littéralement assis sur elle, et qu'elle entendit, très près de son oreille droite, une voix qui n'était ni masculine ni féminine, qui répéta plusieurs fois quelque chose qu'elle comprit plus qu'elle n'entendit, comme une phrase « Il connaît déjà mon visage ». La machie, attentive à l'état de Sophie, accéléra le rituel. Elle brûla la pièce enveloppée dans un feu qui, comme le décrivit Valentine, qui regardait depuis la fenêtre de la cuisine sans pouvoir s'en empêcher, brûla d'une couleur vert foncé surnaturelle pendant plusieurs minutes. Bien plus longtemps que n'importe quel métal ne devrait prendre pour fondre avec un feu de bois ordinaire. Lorsque le feu s'éteignit enfin, il ne restait rien de reconnaissable de la pièce ou de la boîte en bois. La machie recueillit les cendres dans un tissu et les emporta avec elle, expliquant qu'elle devait les disperser dans un cours d'eau qui coulait loin de la maison, dans un endroit que la famille n'était pas censée connaître ou visiter plus tard. Les jours suivant le rituel furent, de l'avis de tous, marqués par un calme qui frôlait l'irréel après tant de semaines de terreur constante et implacable. Christian dormit pour la première fois en plus de 2 mois, des nuits entières sans se réveiller, sans froid, sans ombre. Il reprit un peu de poids. Il retourna travailler début juin. Petit à petit, il reprit une vie qui ressemblait à la normale. Cependant, et c'est ce qui empêche cette histoire de se terminer par une fin complètement close, il y eut des séquelles que la famille ne peut pas entièrement expliquer. Depuis cette nuit du rituel, Sophie commença à avoir un problème récurrent qui, d'après les dernières nouvelles que j'ai eues d'elle, persiste à ce jour. De temps en temps, sans schéma clair. Elle se réveille à 3h15 du matin, exactement à la même heure que Christian se réveillait pendant les pires mois, avec la certitude absolue et physique que quelqu'un est assis au pied de son lit. Elle ne voit jamais rien, il n'y a jamais de bruit, mais la sensation de poids sur le matelas, d'une présence immobile et patiente qui la regarde sans bouger, n'a pas complètement disparu au cours de ces années. Christian, de son côté, ne se souvient presque de rien des épisodes les plus graves. La nuit où il tourna la tête et sourit à sa mère, par exemple, n'existe pas du tout dans sa mémoire et il ne le sait que parce que Sophie le lui a raconté plus tard, très prudemment, lors d'une conversation qu'il a lui-même demandé de ne jamais répéter. Il a cependant gardé une habitude qu'il n'a pas pu briser depuis lors. Chaque nuit avant de s'endormir,
Il vérifie chaque recoin de sa chambre, surtout l'espace à côté de l'armoire, et il ne peut pas s'endormir avant de l'avoir fait. Peu importe le temps qui s'est écoulé, peu importe à quel point il sait rationnellement qu'il n'y a plus de boîte ou de pièces de monnaie nulle part près de lui, il n'est jamais retourné au marché aux puces, où il avait trouvé le vieil homme au manteau marron. Il demanda à plusieurs des vendeurs habituels de la région, à différentes occasions au cours des mois suivants, si l'un d'eux se souvenait d'un homme avec ces caractéristiques et cette couverture d'objets anciens, mais aucun d'eux ne put lui dire quoi que ce soit. Plusieurs personnes, en fait, lui assurèrent qu'elle s'installait au même endroit depuis des années, chaque week-end sans faute, et qu'elle n'avait jamais vu personne correspondant à cette description partager l'espace avec elle. J'ai appris cette histoire parce que Valentine, la cousine de Christian, est une amie proche depuis le lycée, et elle m'a raconté presque toute l'histoire une nuit d'hiver en 2019, alors que l'affaire était encore fraîche et qu'elle-même ne savait pas trop comment gérer ce qu'elle avait vu de ses propres yeux cette nuit du rituel, observant depuis la fenêtre de la cuisine un feu ordinaire brûlé d'une couleur qu'aucun feu ne devrait avoir. Je ne sais pas ce qu'il y avait exactement à l'intérieur de cette boîte en bois sombre. Je ne sais pas qui était réellement l'homme au manteau marron qui a disparu de la foire en quelques secondes. Ni pourquoi il a choisi Christian cet après-midi de mars parmi toutes les personnes qui passaient. Tout ce que je sais, avec une certitude qui est devenue presque une obsession pour moi depuis que j'ai entendu cette histoire, c'est que l'avertissement que l'homme a donné à Christian, la seule phrase qu'il lui a dite avant de disparaître, n'était pas une menace vide ou une superstition dénuée de sens. C'était probablement la seule vraie chance que Christian avait d'éviter tout ce qui a suivi, et il l'a laissé passer sans lui accorder trop d'importance, comme n'importe lequel d'entre nous le ferait probablement face à l'avertissement d'un étranger sur un marché aux puces un samedi de mars au hasard. Par conséquent, si un étranger vous offre un jour un objet que vous n'avez pas demandé, avec un étrange avertissement, même si cela ressemble à une blague, même si l'objet semble inoffensif, même si la personne qui vous le donne ressemble à la personne la plus ordinaire du monde, pensez à Christian, pensez à cette boîte en bois sombre, et ne l'acceptez pas. N'acceptez pas les cadeaux étranges. Vous ne savez jamais vraiment ce que vous acceptez avec l'objet. Continuons. Cette histoire est connue sous différentes versions dans divers quartiers des villes de Hauteville et Le Havre, en Bolivie. Et bien qu'au fil des ans chaque personne l'ait embellie de ses propres détails, la base de l'histoire reste toujours la même et est toujours attribuée à une femme réelle, dont les familles qui la connaissaient préfèrent ne pas mentionner entièrement le nom, respectant la mémoire de ce qui lui est arrivé. Au fin de cette histoire, nous l'appellerons Doña Marlène, un nom que plusieurs voisins du quartier utilisent encore lorsqu'ils parlent de l'affaire à voix basse, avertissant généralement leurs enfants et petits-enfants du danger d'accepter quoi que ce soit d'un étranger, que ce soit dans la rue, au marché ou même à la porte de la maison. Doña Marlène vivait dans une maison à 2 étages dans un quartier élevé de Hauteville, près de l'une des principales avenues qui descend vers Le Havre, dans un quartier de travailleurs, principalement des commerçants, où les maisons sont construites petit à petit, brique par brique, au fil des ans, à mesure que les familles économisent de l'argent. Elle tenait un petit stand vendant des vêtements et des articles de bazar au marché dominical local. Une entreprise modeste, mais qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille avec son mari, qui travaillait comme chauffeur pour une compagnie de minibus. Ils avaient 2 enfants, un garçon de 14 ans et une fille de 9 ans. Et d'après ce que disent ceux qui les connaissaient, c'était une famille unie et catholique, du genre à aller à la messe le dimanche matin avant que Madame Marlène n'installe son stand à la foire. Selon l'histoire transmise parmi les voisins, tout commença un jeudi pendant la période des fêtes de fin d'année, lorsque les rues de Hauteville sont remplies de vendeurs ambulants qui profitent de la saison pour vendre absolument tout. Jouets, décorations de Noël, vêtements, bonbons et aussi, comme cela arrive souvent à ces périodes, des vendeurs ambulants proposant toutes sortes d'objets, certains d'origine douteuse, qui apparaissent de nulle part dans les foires et disparaissent tout aussi vite une fois la haute saison des ventes terminée. Madame Marlène rentrait chez elle après avoir fait quelques courses pour le dîner, portant quelques sacs de légumes et de pain. Quand,
à un coin de rue près de chez elle, elle rencontra un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans le quartier, selon le témoignage qu'elle-même réussit à donner à certains voisins avant que le pire ne se produise. L'homme n'avait rien de particulièrement menaçant dans son apparence au premier abord. Il portait des vêtements sombres, un peu usés, mais propres. Il portait un chapeau typique porté par de nombreux marchands et agriculteurs qui descendent des hauts plateaux pour vendre en ville, et il portait une petite boîte en carton qu'il tenait des deux mains comme s'il transportait quelque chose de délicat à l'intérieur. L'homme, selon ce que Madame Marlène raconta à sa voisine la plus proche, Madame Félicité, quelques jours après ce qui s'était passé, l'approcha avec une gentillesse qui, au début, ne parut pas suspecte. Il lui dit qu'il l'avait vue passer plusieurs fois à ce coin de rue, qu'il savait qu'elle tenait un stand au marché du dimanche et que lui, étant un marchand qui se consacrait à apporter de l'artisanat et des objets religieux des communautés des hauts plateaux, voulait lui offrir un petit signe de gratitude pour, selon ses propres mots, la bonne énergie qui émanait de son visage, quelque chose qui parut étrange à Mrs. Marlène à l'époque, mais qu'elle décida de prendre comme une simple courtoisie. Peut-être un peu exagéré, de la part d'un marchand cherchant à établir des contacts ou des clients dans la région. L'homme ouvrit la boîte en carton et lui montra une petite figurine en bois sculpté d'environ 20 cm de haut, qui représentait ce qui semblait être une vierge, bien qu'avec des traits que Mrs. Marlène ne reconnaissait pas comme appartenant à une dévotion mariale traditionnelle communément vénérée en Bolivia. Le visage de la figurine était partiellement couvert par un voile sculpté directement dans le bois. Les mains étaient jointes en attitude de prière, mais avec des doigts légèrement plus longs et tordus que ce qui correspondrait à une représentation religieuse conventionnelle. Et à la base de la figurine, à peine visible, se trouvait une série de symboles sculptés que Mrs. Marlène ne put identifier du tout. Bien que plus tard, lorsque sa voisine, Mrs. Félicité, les décrivit à un yatiri local, celui-ci pâlit visiblement et refusa d'en expliquer pleinement la signification, se limitant à dire que c'étaient des symboles d'un ancien pacte, du genre qui ne se conclut pas à la légère. Mrs. Marlène, sans accorder beaucoup d'importance aux particularités de la figurine et se sentant flattée par l'aimable insistance de l'étranger, accepta le cadeau. L'homme la mit en garde avant de lui dire au revoir et de disparaître dans les rues étroites du quartier, quelque chose qu'elle interpréta à l'époque comme une simple recommandation de faire attention à un objet religieux, mais qui plus tard, au fil des jours, prendrait un sens complètement différent et terrifiant. Il lui dit de placer la figurine en hauteur dans sa maison, de ne jamais la poser directement sur le sol, et que sous aucun prétexte elle ne devait tenter de retirer le voile sculpté qui couvrait partiellement le visage de la figurine car, selon ses mots, ce qui se trouve en dessous n'est pas fait pour être regardé directement par les yeux des vivants. Dono Marlène rentra chez elle cet après-midi-là, et suivant les instructions de l'étranger à la lettre, bien que plus par courtoisie envers ce qu'elle considérait comme une simple tradition religieuse du vendeur que par réelle inquiétude, plaça la figurine sur une petite étagère dans le salon de sa maison, parmi d'autres objets religieux et photographies de famille qu'elle y avait disposées depuis des années. Son mari remarqua la nouvelle figurine en rentrant chez lui ce soir-là, mais il n'y accorda pas beaucoup d'importance, supposant que sa femme l'avait achetée à un stand du marché du dimanche, ce qu'elle confirma sans entrer dans trop de détails sur la rencontre avec l'étranger. Les 2 premiers mois après avoir placé la figurine se passèrent sans aucun incident que Dona Marlène jugea digne d'être mentionné. Cependant, le 3e jour, un samedi, sa plus jeune fille, une fillette de 9 ans, se réveilla en pleurant aux premières heures du matin, affirmant avoir vu une femme debout à côté de son lit. Une femme vêtue de noir avec un voile couvrant son visage qui était restée à la regarder en silence complet pendant ce qui sembla une éternité à la fillette. Avant qu'elle ne s'évanouisse lentement, lorsqu'elle cria à l'aide, Mrs. Marlène et son mari coururent dans la chambre de leur fille en entendant les cris. Mais ils ne trouvèrent rien d'anormal et attribuèrent l'épisode à un simple cauchemar d'enfant, peut-être causé par un film ou une histoire que la fillette avait entendue à l'école. Cependant, Mrs. Marlène, comme elle le raconta plus tard à sa voisine, cette même nuit,
Elle ressentit un étrange malaise en passant devant l'étagère où elle avait placé la figurine en bois. Un sentiment d'être observée qu'elle ne pouvait expliquer rationnellement, mais qui la poussa à éviter de regarder directement la figurine les jours suivants, bien qu'elle n'associa pas encore consciemment cet inconfort à l'objet lui-même. La situation s'aggrava considérablement au cours de la semaine suivante. Son fils aîné, un garçon de 14 ans, commença à se plaindre d'une fatigue extrême, de difficultés à dormir et d'entendre, selon ses propres mots, un chuchotement constant la nuit. Une voix de femme répétant des phrases qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre, mais dont il semblait parfois distinguer des mots comme « regarde-moi » ou « libère-moi », prononcés avec une cadence lente et brisée qui produisait en lui une terreur qu'il décrivait comme complètement différente de toute peur. Enfantine normale. Le mari de Mrs. Marlène, un homme pragmatique qui jusqu'alors n'avait accordé aucun crédit aux inquiétudes de sa femme ou aux plaintes de ses enfants, commença également à expérimenter d'étranges phénomènes. Il raconta, selon le témoignage recueilli par Mrs. Félicité quelque temps plus tard, qu'à plus d'une occasion, lorsqu'il se levait à l'aube pour aller aux toilettes, il sentait une présence se tenant juste derrière lui dans le couloir sombre de la maison. Une présence qu'il ne pouvait pas voir directement car, comme il le décrivit, chaque fois qu'il tournait la tête pour regarder, la sensation se déplaçait instantanément vers un autre point du couloir, comme si quelque chose essayait délibérément de rester hors de son champ de vision directe. Ce fut à ce moment-là, étant donné l'accumulation de phénomènes étranges qui affectaient toute la famille, que Mrs. Marle décida finalement de raconter à son mari, en grand détail, sa rencontre avec l'étranger et les particularités de la figurine en bois qu'elle avait acceptée en cadeau. Son mari, bien qu'initialement sceptique, décida qu'il serait préférable de se débarrasser de l'objet, et ce même après-midi, il tenta de le sortir de la maison pour le jeter dans une benne à ordures du quartier voisin. Ce qui se passa ensuite est, selon tous les témoignages recueillis, la partie la plus troublante de toute l'histoire. Le mari de Mrs. Marlène rapporta que lorsqu'il prit la figurine dans ses mains pour la sortir de la maison, il sentit un froid intense parcourir tout son bras, un froid qui ne correspondait absolument pas à la température ambiante de cet après-midi-là. Il se rendit en hâte à la benne à ordures la plus proche, jeta la figurine parmi les déchets, et rentra chez lui en se sentant, selon ses propres mots, comme si un poids énorme avait été soulevé de ses épaules. Cependant, cette même nuit, lorsque Mrs. Marlène alla vérifier l'étagère du salon avant d'aller se coucher, elle trouva, à son horreur absolue, la même figurine en bois placée exactement au même endroit où elle l'avait initialement posée, avec le voile sculpté dans la même position, sans aucune trace de saleté ni d'avoir jamais été à l'intérieur d'une benne à ordures. Ni elle ni son mari ne purent expliquer rationnellement comment l'objet était revenu à sa place d'origine, considérant que la benne à ordures où ils l'avaient jeté se trouvait à plusieurs pâtés de maison de leur maison et qu'aucun d'eux ne l'avait jamais retiré de là. À partir de ce moment-là, la terreur au sein de la famille s'intensifia considérablement. Les 3 membres de la famille, en plus de Mrs. Marlène, commencèrent à connaître des nuits de sommeil complètement interrompues, des cauchemars récurrents dans lesquels ils voyaient la même femme au voile noir debout au pied de leur lit. Et dans le cas particulier du fils aîné, des épisodes de somnambulisme qu'il n'avait jamais connus auparavant, au cours desquels sa mère le trouvait à l'aube debout devant l'étagère du salon, complètement endormi, marmonnant des phrases décousues tout en fixant la figurine en bois. Désespérée, Mrs. Marlenia se rendit chez sa voisine Mrs. Félicité, qui entretenait une certaine relation de confiance avec un yatiri de la région, une personne ayant des connaissances en médecine traditionnelle andine et en pratiques rituelles liées à Pachamama et aux différentes entités spirituelles reconnues dans la vision du monde Emara. Le yatiri, en entendant la description détaillée de la figurine et des symboles sculptés sur sa base, parut extrêmement inquiet, bien plus que Mrs. Marlène et Mrs. Félicité ne s'y attendaient de la part de quelqu'un ayant tant d'expérience dans ce type de cas. Selon l'histoire qui circula plus tard parmi les voisins du quartier, le yatiri expliqua que la figurine correspondait à ce qui, dans certaines traditions orales andines,
est connu comme un objet de liaison. Utilisé dans des rituels sombres pour piéger et contenir une entité, généralement l'âme d'une personne décédée dans des circonstances tragiques et violentes, dans le but que cette âme, liée à l'objet, serve celui qui a effectué le rituel original à causer du tort, de la malchance ou même une maladie grave à quiconque recevait l'objet sans le savoir, sous l'apparence innocente d'un cadeau ou d'un présent bien intentionné. Le Yatiri insista en avertissant que le voile sculpté sur le visage de la figurine était précisément ce qui maintenait l'entité contenue, et que le retirer, ou même regarder directement cette partie de la sculpture avec l'intention consciente de découvrir le visage caché, pourrait libérer complètement l'entité, avec des conséquences qu'il refusa lui-même de détailler entièrement, se limitant à dire qu'elle serait irréversible pour quiconque aurait le malheur d'en être témoin. Le Yatiri proposa d'effectuer un rituel de purification dans la maison de Donia Marlène, utilisant de l'encens, des herbes traditionnelles et une série de prières et de pratiques qui combinaient des éléments de la tradition andine avec certains éléments catholiques. Un mélange syncrétique très courant dans les pratiques spirituelles de la région. Cependant, il fut très clair en avertissant que le rituel ne pourrait être efficace que si la figurine était rendue, d'une manière ou d'une autre, à celui qui l'avait initialement donné, ou si, à défaut, une cérémonie beaucoup plus complexe et dangereuse était effectuée pour libérer l'entité de manière contrôlée. Quelque chose qu'il considérait lui-même comme extrêmement risqué et qu'il préférait éviter s'il y avait une possibilité de rendre l'objet à son origine. Donia Marlène, désespérée par la situation que vivait sa famille, tenta les jours suivants de localiser l'homme qui lui avait donné la figurine, faisant le tour du marché du dimanche et demandant à d'autres marchands de la région si quelqu'un connaissait un vendeur avec ces caractéristiques, qui proposait de l'artisanat et des objets religieux des hauts plateaux. Personne à la foire n'admit avoir jamais vu un homme correspondant à la description qu'elle avait fournie. Et plusieurs marchands plus âgés de la région, en entendant l'histoire complète de ce qui s'était passé, commencèrent à montrer le même malaise que le Yatiri avait initialement montré. Certains d'entre eux se rappelèrent même des histoires similaires racontées par leurs propres grands-parents à propos d'hommes étranges qui apparaissaient lors des périodes festives offrant des cadeaux spirituellement empoisonnés à des femmes qui, selon la croyance populaire, étaient choisies pour une caractéristique particulière de leur énergie ou de leur situation familiale, sans que le but ultime derrière ces actes ne soit jamais connu avec certitude. Face à l'impossibilité de localiser l'homme d'origine et à l'aggravation constante des phénomènes à l'intérieur de la maison, qui à ce moment-là incluaient non seulement des cauchemars et du somnambulisme, mais aussi des bruits de pas la nuit, des objets se déplaçant d'un endroit à l'autre sans explication et la sensation de plus en plus intense rapportée par les 4 membres de la famille d'une présence physique rôdant aux fenêtres les plus sombres de la maison, Mrs. Marlène et son mari décidèrent d'accepter la proposition du Yatiri d'effectuer la cérémonie de libération contrôlée de l'entité, malgré les risques encourus, selon les propres avertissements du praticien. La cérémonie eut lieu une nuit de nouvelle lune, considérée dans la tradition andine comme un moment propice pour ce type de rituel lié à la libération des entités piégées. Le Yatir a demandé à toute la famille de rester dans une pièce différente pendant le processus, tandis que lui, accompagné de 2 assistants de confiance, accomplissait le rituel directement devant l'étagère où reposait la figurine en bois, brûlant différentes herbes cérémonielles, chantant en langue aymara et faisant une série d'offrandes qui incluaient des feuilles de coca, de l'alcool et d'autres éléments traditionnels des rituels andins de ce type. Madame Marlène a raconté plus tard, la voix encore tremblante de ce souvenir, que depuis la pièce où elle se trouvait avec son mari et ses enfants, pendant la cérémonie, il pouvait entendre des sons qui l'avaient profondément terrifié. Un cri de femme qui s'intensifiait à mesure que le rituel progressait, mêlé à ce qui ressemblait à des coups frappés contre les murs de la pièce. Et à un certain moment, une voix gutturale complètement différente du cri précédent qui prononçait des mots dans une langue qu'aucun des présents ne pouvait reconnaître, pas même le Yatiri lui-même, comme il l'a reconnu plus tard avec une inquiétude visible sur son visage. La cérémonie a duré près de 3 heures jusqu'à ce que finalement,
vers 4 heures du matin, le Yatiri annonce que le processus était terminé. Lorsque la famille a finalement pu retourner dans la pièce, elle a trouvé la figurine en bois complètement détruite, brisée en plusieurs morceaux irréguliers qui semblaient avoir été séparés par une force considérable. Bien qu'aucun des présents pendant la cérémonie n'ait rapporté avoir exercé physiquement une quelconque force sur l'objet, au-delà des prières et des rituels traditionnels, le Yatiri a soigneusement recueilli tous les fragments de la figurine, les a enveloppés dans un tissu rouge et les a emportés avec lui, expliquant qu'il devait effectuer un processus de purification supplémentaire dans un lieu sacré en dehors de la ville, près du lac Titicaca, pour s'assurer que l'entité libérée ne puisse en aucun cas revenir tourmenter la famille. Après cette nuit-là, selon ce que Madame Marlène a raconté à ses voisins les plus proches au cours des mois suivants, les phénomènes étranges dans la maison ont complètement cessé. Sa plus jeune fille a cessé de faire des cauchemars liés à la femme au voile noir. Son fils aîné a progressivement retrouvé son rythme de sommeil normal et elle et son mari ont tous deux cessé de ressentir cette présence constante qui les avait traqués les semaines précédentes. Cependant, Tono Marlène a reconnu que l'expérience l'avait profondément affectée et qu'à partir de ce moment-là, elle est devenue extrêmement prudente avec tout type d'objet qu'elle recevait d'étrangers. Peu importe à quel point le geste semblait inoffensif ou bien intentionné, l'histoire s'est rapidement répandue parmi les voisins du quartier. D'abord, elle a été racontée de manière informelle entre commères lors des après-midi de course au marché du dimanche, puis, au fil des ans, comme une sorte d'avertissement moral que les mères de la région ont commencé à transmettre à leurs filles adolescentes et aux jeunes femmes du quartier, insistant toujours sur la même recommandation fondamentale. N'acceptez jamais de cadeaux d'étrangers, peu importe à quel point la personne en question semblait gentille ou inoffensive, ou à quel point l'objet qu'elle offrait semblait beau ou significatif. Avec le temps, certains voisins affirment avoir entendu parler de cas similaires dans d'autres quartiers d'Hauteville et de Le Havre, toujours avec le même schéma. Un étranger approche une femme dans la rue, généralement pendant les vacances ou les périodes de forte activité commerciale, lui offrant un objet religieux ou artisanal en cadeau, accompagné d'avertissements spécifiques sur la façon d'en prendre soin, qui, rétrospectivement, s'avèrent toujours être des instructions pour maintenir une entité sombre contenue à l'intérieur de l'objet. Certaines de ces histoires se terminent par des issues bien plus tragiques que celles de Donia Marlène, y compris des cas de familles entières qui ont dû déménager de leur maison après avoir échoué à contrôler les phénomènes déchaînés. Et même, selon les rumeurs les plus sombres circulant dans certains secteurs, des cas de personnes qui ont subi des conséquences fatales pour avoir désobéi aux avertissements concernant le fait de ne jamais retirer le voile ou la couverture qui cachait les visages de ces figures maudites. Donia Marlène, à ce jour, selon ceux qui la connaissent encore dans le quartier, conserve l'habitude de ne jamais accepter aucun type d'objet des mains d'un étranger dans la rue, et elle a transformé cet avertissement en une sorte de choix de vie qu'elle répète constamment à ses enfants, maintenant adultes, et à quiconque est prêt à écouter son histoire complète. Pour elle, la leçon a été gravée dans son esprit de la manière la plus douloureuse possible. L'apparente gentillesse d'un étranger, enveloppé dans un geste qui semble généreux et inoffensif, peut cacher des intentions et des forces qui dépassent complètement toute capacité de compréhension rationnelle. Et qu'une fois que ces forces entrent dans la vie d'une famille, les en faire sortir peut coûter bien plus que le simple inconfort d'avoir été impoli envers un étranger dans la rue. C'est ce que disent les voisins de ce quartier des Hauts Plateaux chaque fois que quelqu'un de nouveau emménage dans la région et entend cette histoire pour la première fois. L'avertissement que Madame Marlène répète à ce jour devrait être pris très au sérieux par tout le monde. Peu importe à quel point la personne semble gentille, peu importe à quel point l'objet qu'elle offre peut sembler beau ou significatif, jamais, en aucune circonstance, vous ne devriez accepter un cadeau d'un étranger dans la rue. Eh bien, c'étaient les histoires pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un autre épisode.